et messieurs, habitués des cartes blanches, et bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoignent maintenant. Voilà, je vais faire quelques petites annonces avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour vous annoncer que le mois prochain, le 16 mai, c'est Jean Anduze qui va inviter pour cette carte blanche. Il invite Pascal Boniface pour parler d'un sujet très d'actualité, la guerre en Ukraine, les ondes de choc géopolitiques. Voilà. En juin, exceptionnellement, la carte blanche de l'Union rationaliste ne sera pas le 3e mardi, mais le 2e mardi, c'est-à-dire le mardi 13 juin. Et nous reprenons la main pour inviter Anne-Cécile Malfer et Michel Perrault pour un débat sur le féminisme en acte aujourd'hui. Voilà. Et là, je serai le modérateur, contrairement à aujourd'hui. Ensuite, le mardi 2 mai, quand même, donc le mois prochain, il y a toujours les conférences d'astrophysique. Pour ceux que ça intéresse, ce sera Nicolas Martinet qui nous parlera d'un sujet lié à l'univers lointain, éclairer l'univers sombre grâce aux lentilles gravitationnelles. Voilà. Bon, pour ceux qui viennent régulièrement aux conférences d'astronomie, je pense que ce sujet va leur dire quelque chose de précis. Alors, il y a 3... On m'entend bien là ? Lequel ? Oui, il faut couper le son, des petits problèmes de mise en route. Alors, nous avons 3 invités ce soir. Rachid Benzid, ici présent, qui est islamologue, politologue, enseignant franco-marocain, romancier, dramaturge, et qui est auteur d'un livre intitulé « Le Coran expliqué aux jeunes » et des 1001 façons d'être juif ou musulman qu'il a coécrit avec Delphine Horviller. Monsieur Jean-Louis Bianco, ancien ministre des Affaires sociales et de l'intégration, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, président de l'Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021, et qui a écrit, j'ai retenu 2 ouvrages, Mes années avec Mitterrand, publié en 2015, et La France était laïque, publié en 2016. Et donc, ils sont invités pour un débat autour du thème universalisme et tolérance. Et ce débat sera donc sous la modération modéré par Jacques Munier. Ceux qui ne l'ont pas vu, ne connaissent pas son visage, reconnaîtront sa voix, puisqu'il a été producteur et présentateur du Journal des idées dans les matins de France Culture, et longtemps piloté l'émission, ce dont je me souviens très bien, Les chemins de la connaissance. Voilà, c'est à lui que j'ai confié la modération de ce débat, et je le remercie d'avoir accepté. Alors, pourquoi le thème d'aujourd'hui, universalisme et tolérance ? Il est proposé par l'Union rationaliste. Évidemment, ce n'est pas un hasard, car ça s'inscrit tout naturellement dans le droit fil de nos missions. Mais je tenais quand même à souligner que c'est également le cœur des activités et des projets de l'Institut d'astrophysique, parce que notre activité première nous conduit à déchiffrer les lois universelles de l'univers, et sans présupposés idéologiques, ni religieux, ni politiques, on s'aperçoit que les lois sont valables pour tout le monde et que tout le monde peut lire nos articles. Évidemment, il faut parler une langue qui permette de les comprendre, mais il n'y a pas de différence entre les nations, entre les scientifiques ont tous un langage commun. Donc de ce point de vue-là, il y a universalisme. Et nous acceptons également sans cesse des débats, des positions contradictoires. C'est vraiment au cœur de notre activité. Et bien entendu, cela n'épuise absolument pas le sujet d'aujourd'hui, parce que quand on parle d'universalisme et de tolérance, évidemment, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Et voilà, je me propose de m'arrêter ici pour ne pas monopoliser la parole plus longtemps. Et je donne donc la parole à Jacques Munier qui va... Merci Daniel. Daniel Kunt, l'astrophysicien qui se préoccupe de nos problèmes planétaires. Voilà.
Alors peut-être pour commencer le débat, quelques éléments de définition pour le cadrer un petit peu rapidement. On sait que l'universalisme est une conception selon laquelle tous les citoyens d'une même nation adoptent des règles, des valeurs, des principes communs qui s'appliquent quelles que soient leurs particularités culturelles, religieuses ou même philosophiques. Il se fonde sur le postulat d'une unité du genre humain et il est l'héritier de la philosophie des Lumières, comme on sait. Au point de vue politique, il se traduit au cours de la Révolution française par l'universalisme républicain et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a aussi, il faut le dire, inspiré la mission entre guillemets émancipatrice dont s'est réclamée la colonisation. Aujourd'hui, l'universalisme républicain combat le communautarisme ou le multiculturalisme, les différentes formes de replis identitaires, voire la discrimination positive, telle qu'elle est pratiquée par exemple en Amérique du Nord. On lui oppose à cet universalisme souvent une pratique de la tolérance qui n'en conteste pas forcément les principes, mais tente de les accommoder. Comme on dit, on parle d'accommodement raisonnable. Au Canada, par exemple, cette forme de compromis qui vise à ménager le vivre ensemble dans la perspective de l'égalité des chances. Donc, on va ouvrir le débat sur cette notion de tolérance avec vous, Jean-Louis Bianco, et notamment sur son ambiguïté ou sa polysémie. On a parlé beaucoup, par exemple, des édits de tolérance à l'égard des religions. Il y en a eu de nombreux dans notre histoire, mais on parle aussi des maisons de tolérance. Monsieur Jean-Louis Bianco. La tolérance, il y a des maisons pour ça. Bien, merci de votre invitation d'abord et heureux de débattre avec vous. Vous l'avez dit sur la tolérance, c'est un mot trompeur. A priori, c'est sympathique. On tolère, on n'exclut pas, on vit ensemble. En réalité, vous l'avez très bien dit dans votre propos introductif, si on tolère, c'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, quelque chose qui est en dessous. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont les plus nombreux, accordent des droits, accordent une considération qui ne se traduit pas forcément par des droits à ceux qui sont minoritaires. Et donc, on a en fait deux notions qui s'opposent. Dans la morale commune, c'est bien d'être tolérant. Dans la réalité juridique et politique, pour nous, Français, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à travers la laïcité, il y a quelque chose d'universel, ça rejoint un peu ce que vous disiez pour les scientifiques, dans chaque être humain. Quand on cherche à définir la laïcité, je ne vais pas le faire maintenant, moi j'introduis toujours la citoyenneté. Il y a bien sûr la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion. Il y a bien sûr la neutralité des services publics et notamment des institutions publiques. Chacun doit être traité de la même manière, quelles que soient ses opinions, ses convictions, ses caractéristiques diverses. Et puis, on oublie souvent, il y a la citoyenneté. La citoyenneté, ça veut dire que nous sommes différents, tout le monde le sait. C'est une source de richesse, à condition que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord, femmes et hommes, toutes et tous, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Alors on retrouve quelque chose de très français, dont la France n'a pas le monopole, mais qui est le goût de l'universel. Parfois c'est un peu ridicule, surtout quand on compare nos proclamations et notre réalité. Parfois c'est extraordinaire. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle n'est pas faite pour l'homme, moitié de l'humanité. Pour l'espèce humaine, elle est faite pas pour l'homme français de cette époque. Elle est faite pour tout homme présent et à venir, pour tout citoyen présent et à venir, quelles que soient ses convictions, le régime juridique, le régime politique sur lequel il vient, ce qui fait que c'est une notion extrêmement puissante. L'abstraction même en fait de la puissance. Après, elle reste à la nourrir dans des combats, dans des débats, dans des formations, etc. Donc, la tolérance, l'histoire montre que c'est extrêmement ambigu. C'est généralement un progrès. L'édit de Nantes, c'est indiscutablement un progrès par rapport aux guerres de religion. Ça vient souvent d'ailleurs après des guerres de religion. Et c'est un petit quelque chose qui est donné aux minoritaires. Mais l'édit de Nantes, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire, n'est pas
l'extension des droits à tous les protestants. Elle est pour des lieux précis, avec des places fortes précises. On a déjà l'idée qu'une guerre serait possible, et sur certains sujets, pas sur tous. Et il y a des retours en arrière. Il y a des pays où on a la tolérance pour quelques religions, mais pas pour d'autres. Donc, et c'est fragile, parce que c'est la bonne volonté, le bon vouloir, des gens qui tiennent le haut du pavé. Je dis ça pour ne pas prendre forcément l'expression de classe dominante, en tout cas de gens qui, dans certains cas, et là je pense à l'époque contemporaine, l'époque que l'on vit, comment dire les choses de manière pas trop simpliste, qui est plus gramscienne que marxiste. C'est-à-dire que c'est le combat des idées, la victoire idéologique qui entraîne le mouvement. C'est mon opinion, on peut avoir une opinion exactement contraire. Mais dans ce contexte-là, les mots que vous avez employés, universalisme et tolérance, ont tout à fait leur importance, puisque la bataille est une bataille de mots. Et je crois, là aussi, Français, nous avons sinon un privilège, du moins une caractéristique, c'est d'être peut-être plus caricaturaux, plus violents dans le débat politique que dans d'autres pays. Les mots sont des armes. Il ne s'agit pas d'établir les contours d'une vérité ou de deux vérités, il s'agit de montrer que j'ai raison et que tu as tort. C'est pourquoi la tolérance est totalement insuffisante. Elle va de soi, si ça veut dire qu'on admet que des gens puissent être différents de vous. Mais je dirais que c'est le premier pas, et c'est un pas trompeur. D'où l'ambiguïté que vous évoquiez, et qui, je dirais, ne doit pas être un substitut, un complément même de l'universalisme. Rachid Benzine, la tolérance est-elle aussi une position de surplomb par rapport à des religions qu'on tolère, mais qu'on ne reconnaît pas vraiment? Ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord amener cette question de la tolérance elle est liée à la question de la violence et de la certitude. C'est-à-dire que historiquement, si on regarde ce qui s'est passé notamment au XVIe siècle, cette idée, c'est comment trouver un compromis lorsqu'une société n'a plus la même conception religieuse, notamment entre, je dirais, les chrétiens et les protestants. Donc, ce qui fait que cette idée de la tolérance, elle a à la fois un sens ancien qui veut dire supporter quelque chose de négatif ou d'erroné. C'est comment accepter globalement ce qu'on considère comme étant une hérésie, donc au sens de vérité religieuse, et un sens moderne qui veut dire laisser les autres la possibilité d'exprimer leurs idées. Je pense que tout d'abord c'est une avancée, c'est d'abord l'idée d'un compromis par rapport à la question de la vérité, par rapport notamment à la vérité religieuse, et la question de la violence. Après, on peut regarder comment, d'un point de vue de la philosophie politique, on a d'abord accepté ces idées de tolérance, que ce soit chez un théologien comme Bayle, ou chez quelqu'un comme Locke, ou chez quelqu'un comme Mill, qui n'ont pas vécu, je dirais, sur la même période, les deux premiers ayant vécu dans un contexte, je dirais, de violence religieuse, où il s'agit de réfléchir l'idée comment faire cohabiter des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, et la question, me semble-t-il, de la diversité. Et c'est vrai que peut-être de ce côté, je dirais, dans la société française, on lui préfère plutôt le mot laïcité que le mot tolérance, qui est beaucoup plus accepté dans le cadre globalement anglo-saxon. Et cette idée de la tolérance, elle est aussi liée à cette idée me semble-t-il, petit à petit, de l'universalisme. Et qu'elles sont globalement liées, que cette idée de l'universalisme, on ne peut pas, me semble-t-il, avancer sur cette idée de l'universalisme sans faire aussi le procès de l'universalisme, dans la manière dont elle a été utilisée dans sa visée émancipatrice coloniale. Et je crois qu'on ne pourra pas se faire entendre si d'abord il n'y a pas aussi cette critique qui nous vient notamment des mouvements décoloniaux. Et ensuite, il faut être capable de critiquer aussi le mouvement décolonial dans ce qu'il a, me semble-t-il, à proposer. Et que l'articulation, elle est moins entre universalisme et aujourd'hui tolérance que plutôt entre universalisme et l'aspect décolonial. Comment on s'articule, notamment pour faire une critique, me semble-t-il, de l'universalisme dans je dirais, sa quête coloniale émancipatrice sans abandonner cette idée des valeurs communes, quelles que soient les cultures, et comment aussi être capable de critiquer le mouvement décolonial dans sa position identitaire particularisme, et d'essayer de trouver une espèce de troisième voie, qui est une espèce de visée, qui est une espèce d'une communication qui parfois semble difficile, pour essayer de tracer quelque chose globalement de nouveau, et que cette idée d'un universalisme latéral, comme le pensait Marcel,
J'ai oublié le nom, parce que comme je suis en décalage horaire par rapport à Los Angeles, mais Merleau-Ponty, il y a quelque chose où Aimé Césaire, il propose, me semble-t-il, des pistes qui peuvent être très intéressantes, mais ça nous oblige les uns et les autres de sortir de notre position de surplombe, de notre position de certitude, pour entrer en conversation avec d'autres cultures, d'autres manières, dont elle voit aussi cette idée de l'universel, pour cette idée d'un universel qui est toujours une visée. Peut-être qu'avant d'aborder la question de la laïcité, qui est au cœur de ce débat de l'universalisme, j'aimerais avoir votre point de vue, votre analyse et votre opinion sur un mouvement qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans le monde et qui consiste à opposer justement au caractère universel des droits humains, ce qu'on appelle le respect des différences culturelles. C'est un mouvement qui a été initié notamment par l'Iran, et puis par des pays aussi comme la Chine. Jeanne Favre-Saada avait publié une étude très très documentée sur la question du temps où justement ce pays, l'Iran, était à la Commission des droits de l'homme à la fin du siècle dernier, en gros, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Alors est-ce qu'on doit justement, on va changer un peu de registre, on ne parle plus de tolérance, mais est-ce qu'on doit accepter de vider complètement des notions comme celles des droits humains, des droits fondamentaux, de les vider complètement de substance en les faisant apparaître comme, on va dire, des productions idéologiques occidentales? Jean-Louis Bianco ou Rachid Benzine? Moi, je veux bien réagir aussi sur ce qu'a dit Rachid tout à l'heure. Je crois qu'il a parfaitement raison d'évoquer cette question que vous reprenez là à l'instant, de la colonisation, du décolonialisme, etc., puisque précisément, nous, occidentaux, prétendons que nous sommes porteurs de valeurs universelles. Et la question est les valeurs universelles et la colonisation. Donc on ne peut pas s'en tirer comme ça. D'autant plus qu'il y a un aspect géopolitique, que vous verrez peut-être dans une prochaine carte blanche, avec Pascal Boniface et Jean Audouze, qui est de plus en plus frappante. Là encore, on utilise les mots comme des armes et pas comme des instruments de connaissance. À la prétention universaliste de l'Occident s'oppose la notion de droit de l'homme qui serait spécifique. Alors on fait référence à des cultures, là aussi, droit de l'homme japonais, j'ai entendu cette expression qui mérite d'être explicitée, mais ce n'est pas le lieu. Et il y a surtout l'idée récente de deux acteurs plus importants aujourd'hui qu'hier sur la scène géopolitique, qui sont la Chine et la Russie, qui développent l'idée qu'il y a le Sud. Le Sud, c'est eux. Les gentils, c'est eux, les méchants, c'est nous. Et qui retournent, c'est typique de Poutine, d'une certaine manière, qui retourne l'argument du colonialisme pour avoir lui-même une attitude colonialiste sur son environnement proche. Donc, ça veut dire qu'on doit, d'un point de vue moral, philosophique, évidemment accepter cette critique, mais aussi bien voir qu'il y a un enjeu derrière, et qu'il y a un enjeu qui est légitime du point de vue du débat. Pour ce qui est de la propagation de cette idée, c'est toujours un peu la même chose. Je veux dire par là que si on considère que woke ou décolonial ou cancel culture sont des absolus, sont des modèles, sont des perfections qui excluent le débat avec d'autres, qui excluent la parole d'autres, alors c'est non, et surtout non dans le cas de l'université. Des points de vue différents peuvent s'exprimer, s'expriment, et c'est le but même de l'université au départ. Donc on a précisé, nous, je pense, Français, Européens, Occidentaux, à supposer qu'on ait un point commun suffisamment fort. Ce que sont ces valeurs communes au-delà du discours un peu ronronnant qu'on pratique les uns et les autres. On a s'expliqué là-dessus, on a accepté bien entendu la critique, qui n'a pas besoin de notre acceptation pour exister, mais tant qu'elle est menée dans un débat qui respecte le point de vue opposé. Donc c'est certainement un danger potentiel. Vous êtes plus directement dans le monde universitaire et le monde de la recherche que je ne le suis, vous nous direz ce que vous en pensez. Je crois que ce danger a été surestimé. Il existe, il est réel, il est même très violent dans certaines universités.
mais il est, en tout cas en France, je crois, relativement marginal. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas éventuellement dangereux, s'il conduit à des formules de type séparatisme. Et on voit bien la difficulté qu'a rencontré, et je terminerai là-dessus, le gouvernement et la majorité quand ils ont voulu faire cette loi qu'on appelle d'ailleurs anti-séparatisme, parce que le titre est un peu long. Le titre, c'est pour conforter, je me trompe à chaque fois, les principes de la République. Ce qui amène à la question, qu'est-ce que c'est que les principes de la République, qui est une question assez compliquée. De ma connaissance, le gouvernement travaille d'abord sur communautarisme, contre le communautarisme. Là aussi, ça dépend ce qu'on entend par communautarisme. Il y a la communauté des joueurs de pétanque, il y a la communauté des réunionnais de Paris, il y a la communauté des supporters du PSG. Ces communautés, si elles ne sont pas exclusives de toute appartenance, sont une forme d'organisation collective qui ne pose pas de problème. Et donc, voyant la faiblesse du mot communautarisme, on est arrivé au mot séparatisme, qui est doublement inexact par rapport à la réalité qu'on prétend décrire. Il est inexact en ce sens que on suppose implicitement que toute communauté veut le séparatisme. Et il est inexact dans le sens où combattre le séparatisme, ce n'est qu'un morceau du problème. Et comment le combattons, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, il y a ce travail de réflexion, d'analyse à faire, reconnaître la diversité du monde, reconnaître la diversité des cultures, reconnaître la diversité des personnes qui vivent et travaillent en France. Il y a du chemin à faire. Mais c'est la première étape pour une connaissance et une compréhension des autres. Donc cette remise en cause, au total, pour moi, est bénéfique. Si elle oblige à une analyse plus profonde de ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous disons, ce que nous ne faisons pas. Vous connaissez la plaisanterie classique, la France est la patrie des droits de l'homme. Non, non, de la Déclaration des droits de l'homme. Rachid Benzine, est-ce qu'on doit opposer justement la reconnaissance de la diversité culturelle à celle de la valeur des droits humains et fondamentaux? Mais ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est d'abord la question de la visée de l'universel, en termes de valeurs et d'expliciter les valeurs que nous défendons et être capable, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que notre universalisme puisse être reçu, il faut être capable d'en faire nous-mêmes une critique de ce qui en a été fait à travers l'histoire. Et que la critique va agrandir cette idée de l'universalisme. Une fois qu'on a posé, me semble-t-il, cet élément, c'est là où le travail commence, c'est que cet universalisme-là, qui est à venir, doit se défendre des attaques d'un certain nombre de mouvements qui risquent globalement de conduire à un relativisme absolu, comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'Iran et autres, ou globalement à un renforcement des particularismes identitaires. C'est-à-dire que d'un seul coup, sa culture, à partir de laquelle on va dire globalement l'universel, va être absolutisé. C'est-à-dire comme on essayait de le faire à travers l'entreprise du colonialisme. Mais il me semble qu'il y a un deuxième et un troisième moment, c'est que l'universalisme doit, me semble-t-il, aller vers toujours cette idée de se réaffirmer comme une valeur d'émancipation de tous les êtres humains, mais aussi d'une lutte anticoloniale. Je trouve qu'il doit intégrer, me semble-t-il, cet élément-là qui doit être important. Et ensuite, il doit se concevoir comme un universalisme pluriel. Aimé Césaire défendait, me semble-t-il, cette idée d'un universalisme pluriel, c'est-à-dire comme une visée qui va tenir compte de la diversité et de la complexité des situations humaines et des cultures. Ce qui suppose que cet universalisme pluriel, d'abord, va se fonder sur une communication possible avec les autres. Et c'est dans cette communication, dans ces dissensus et ces consensus que, me semble-t-il, va s'opérer cet universalisme au sens de visée. Mais c'est très important parce que pendant très longtemps, nous avons dit le monde avec nos catégories de pensée. Et là, aujourd'hui, à partir d'autres lieux du monde, ils commencent aussi à dire aussi leur manière de voir le monde. Simplement, nous ne sommes plus habitués à ça parce que nous avions la capacité de nommer. Et maintenant, les autres se mettent à nous nommer. Vous voyez, donc, d'un seul coup, il me semble-t-il, il y a une espèce de quelque chose qui se passe au sein même de la structure du pouvoir dans la manière de nommer et de prise. Et c'est ça qui me semble important, qui peut être globalement, me semble-t-il, gênant pour nous, parce que nous n'avons plus les prérogatives de nommer le monde. Et ce qui suppose, me semble-t-il, de faire cet écart-là,
cet écart en termes de critique, cet écart aussi en termes toujours de reprendre la visée, ce que Ricoeur appelle les promesses non tenues de cet universalisme. Et de savoir comment aujourd'hui cet universalisme-là pluriel doit entrer automatiquement, être capable aussi d'écouter le Sud dans ce qu'il a à nous dire en termes de critique, mais aussi en termes de propositions et aussi de coparticipation. Je vois les choses vraiment globalement dans une espèce de phénomène de coparticipation à cette visée de l'universel. Peut-être que cette pratique de coparticipation, elle a été annoncée aussi par des gens comme l'historien indien Dipesh Chakrabarty, dans cette formule, cette belle formule, provincialiser l'Europe. C'est-à-dire, voilà, en faire un partenaire comme un autre. Et alors, peut-être qu'il faudrait en venir maintenant à la question de la laïcité, parce que au niveau de notre pays, de notre continent européen, c'est une question où, évidemment, le débat entre universalisme et tolérance trouve son véritable terrain d'application, en quelque sorte. Et j'avais envie de vous citer Rachid Benzine, parce que dans ce très beau dialogue que vous avez entrepris avec la rabbin Delphine Horviller, vous évoquez la laïcité, vous rappelez que la laïcité, c'est la loi de séparation, enfin, selon la formule de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, qu'elle n'implique dans le fond rien d'autre qu'une forme de neutralité. Et vous commentez, on va dire, le destin, les développements de ce principe de laïcité de la façon suivante. Je vous cite: d'un principe de séparation, ce qu'est au sens strict la laïcité, on a fait de plus en plus une valeur. Oui, absolument, parce que je crois qu'on confond principe et valeur. Un principe, c'est un certain nombre de règles, et à partir de là, les êtres humains, une société est capable de s'organiser. Lorsque, je dirais, vous avez le déplacement de ce principe vers la valeur, et ensuite vers l'identité. C'est-à-dire que la laïcité est devenue identitaire et c'est devenu une valeur. À partir du moment où elle est devenue une valeur, elle entre automatiquement en concurrence avec, me semble-t-il, aussi les valeurs religieuses. Vous voyez, au lieu que ce soit un principe organisationnel qui est un espace vide dans l'espace public que personne ne peut occuper pour permettre la pluralité, la question de la laïcité, c'est comment on va faire de l'un avec du multiple. C'est aussi cela. Mais à partir du moment où la laïcité devient l'alpha et l'oméga pour expliquer toutes les problématiques sociales françaises ou politiques, on met en danger la laïcité. À partir du moment où la laïcité passe de principe à valeur, on est en train de fourvoyer le concept de laïcité. Et d'un seul coup, ce concept-là, qui est quand même un concept très important pour l'organisation de la société française, devient inaudible. Et ce qui fait que dès que vous convoquez en fait le terme laïcité, en fait, il y a des malentendus et des malentendants de part et d'autre. Et ensuite, il y a une autre problématique, c'est qu'on voudrait que la laïcité règle les problèmes de discrimination, règle des problèmes de logement, règle des problématiques entre, je dirais, globalement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez, donc, globalement, vous savez, les frères musulmans, dans un de leurs slogans, disent « l'islam est la solution ». Et j'ai l'impression qu'en France, on commence à dire « la laïcité est la solution ». Non, ça devient problématique. Il y a une espèce d'obésité de la laïcité et on nous demande de prendre des problématiques qui ne relèvent pas de son champ de compétences. Et donc, au lieu d'aborder la question, me semble-t-il, à la fois coloniale, décoloniale, la question du récit, comment on reconnaît, je dirais, la part de l'immigration dans le récit français? Est-ce que le récit français est capable de faire de la place à d'autres récits que celui qu'il s'est raconté pendant des siècles ou pendant ces 60 dernières années? Vous voyez, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est la difficulté dans la société française à créer un récit commun. Parce que pendant très longtemps, les choses étaient suffisamment claires. On avait un récit commun, il y avait une visée, il y avait le récit du progrès, il y avait le récit des Lumières, qui ont permis, je dirais, à une société d'avoir de la cohésion. Aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation et de pluralisation, la question c'est comment, pour faire un récit commun, il faut être capable de mettre en commun nos récits. Et pour mettre en commun nos récits,
il faut être capable d'écouter aussi les récits des autres, parce qu'on a son propre récit qu'on se raconte sur soi-même, mais il faut accepter aussi que les autres puissent nous raconter. Et comment, par exemple, le récit de l'immigration, comment le récit de l'islam vont s'inscrire dans ce récit beaucoup plus global, un récit élargi. Et dans ce récit élargi, c'est automatiquement cette idée de récit pluriel. Et beaucoup, moi je le vois bien, beaucoup de demandes d'islam chez un certain nombre de jeunes et d'une population de confession musulmane, c'est d'abord une demande de reconnaissance. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce besoin de reconnaissance face à un récit, je dirais, qui les reconnaît. Qui les reconnaît, c'est-à-dire qu'il les met en capacitation, et un récit notamment qui leur redonne de la dignité. C'est cela qui est en jeu avec la question religieuse, c'est d'abord un récit de la dignité, un récit dans une place, dans le monde, vous voyez, donc, et on a l'impression que globalement, il y a un travail à faire sur ce récit que se raconte la société française, parce que pour moi, je vois qu'il y a un lien entre récit, reconnaissance, appartenance et participation. C'est parce que le récit est élargi que les êtres humains peuvent être reconnus. Et à partir du moment où les êtres humains sont reconnus dans leur capacitation, ils ont l'impression d'appartenir à quelque chose qui est beaucoup plus large qu'eux. Et à partir du moment où vous avez ce sentiment d'appartenance à une société, vous développez des capacités. Alors les capacités, c'est selon Ricoeur, c'est une capacité de dire, une capacité de raconter, une capacité, je dirais, d'agir et une capacité d'imputer la responsabilité de son action. Parce que la question tout à l'heure, Jean-Louis posait la question du citoyen, c'est la question du sujet, c'est comment le sujet peut à la fois émerger, je dirais, avec cette capacité je dirais, d'imputation, d'une responsabilité et de sollicitation vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions, parce que là aussi, il faudra aussi parler des institutions, de l'histoire de nos institutions, du blocage aussi de nos institutions, pour, me semble-t-il, créer une autre norme que celle que nous voyons aujourd'hui, que je trouve très conservatrice dans nos institutions. Jean-Louis Bianco, est-ce que là, vous avez été, on le sait, président de l'Observatoire de la laïcité pendant plusieurs années. Est-ce que la laïcité est un obstacle à la mise en commun des récits d'une même nation, ou bien au contraire, la condition d'exercice de cette mise en commun ? Alors c'est l'usage qu'on fait de la laïcité qui est en cause, et je voudrais souligner, répéter exactement ce que Rachid a dit sur le fait que c'est un principe et pas une valeur. C'est un principe d'organisation. Après, c'est à la société, c'est au combat politique, c'est à l'évolution, à l'action, de remplir cet espace-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire appel sans arrêt à la laïcité. Ça devient le mot qu'il faut prononcer, et je suis plus laïque que toi, ou je suis un bon laïque parce que je suis dans une position de méfiance, d'hostilité. C'est pas par hasard qu'on parle de séparatisme dans une loi qui a failli s'appeler loi sur la laïcité. On m'a dit, quand j'étais encore président de l'Observatoire, tu dois être content, il va y avoir une loi sur la laïcité. Je dis, Dieu, si j'ose dire, nous en préserve. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une certaine conception de la laïcité qui est probablement dominante dans le discours aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement du discours politique, mais du discours des citoyens. Le récit, comme l'évoquait Rachid, qui est une vision d'interdiction, de méfiance, de suspicion contre le séparatisme. Ce n'est pas une loi pour la laïcité. Or, si on regarde ce que la laïcité permet, à condition qu'on s'en serve bien, on devrait la faire aimer. Or là, elle fait peur. Alors on appelle ça laïcisme, laïcard, mais c'est la position dominante. Il y a des nouveaux maîtres à penser, qui par ailleurs peuvent avoir des côtés respectables, qui s'appellent Onfray, qui s'appellent Houellebecq, qui s'appellent Finkielkraut, qui disent des choses extraordinaires. Houellebecq, encore récemment, qui dit les Français ne veulent pas que les immigrés s'intègrent, ils veulent qu'ils arrêtent de nous voler, de nous spolier et qu'ils s'en aillent. Et Houellebecq et Onfray font des grands débats pour montrer qu'ils ont très peu de différence. Et vous avez des citations, je pourrais en faire toute la journée, des trois que je viens de nommer, qui sont les maîtres à penser, qui sont les dominants sur la scène médiatique, et qui, évidemment, comme c'est souvent le cas, font les victimes. Je ne peux pas m'exprimer alors qu'on n'entend qu'eux, parce qu'ils font beaucoup de bruit, et qu'il n'y a pas en face de grandes figures. Il y a des figures très respectables dans le domaine propre de la laïcité, du fait religieux, de la sociologie. Il n'y a pas de figure qui ait la capacité médiatique qu'ont ces trois-là. Et ils ont donc
les maîtres à penser, et puis ils ont autour d'eux leur chien de garde. Leur chien de garde qui aboie, sans revenir ici sur les bizarreries que semble avoir suivi le chemin de certaines subventions. Le fait est qu'il y a une industrie du troll concernant spécialement la laïcité et concernant spécialement les gens qui ne plaisent pas aux ceux de la pensée dominante, qui par ordre d'exclusion sont Bianco, ancien président de l'Observatoire, Cadenne, rapporteur d'Observatoire, l'Observatoire en tant que tel, bon ça c'est réglé, mais derrière, et c'est pas du tout un hasard, on a Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, Coexister, qui est une association de convergence des convictions différentes. Donc c'est une bataille idéologique, c'est pour ça que je le disais. La déviation même que l'on fait de l'usage de la laïcité nourrit ce qu'on prétend combattre. Plus vous discriminez, plus vous ne reconnaissez pas l'autre dans sa différence, plus il se réfugie. Ce n'est pas forcément un retour du religieux, c'est un recours au religieux, comme le dit Philippe Portier, pour se construire une identité dès lors que je ne suis pas reconnu, moi, dans mon identité de Français ou de Française, ou pas complètement. Et de ce point de vue-là, on a une intrication entre les émotions, la raison, la perception, le droit, qui permettent qu'il faut clarifier. Je vais prendre un exemple qui a une forte charge émotive. Les parents accompagnateurs des sorties scolaires, quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont des collaborateurs du service public astreints à la neutralité ou pas? Je précise d'ailleurs que quand vous dites maman accompagnatrice, car il s'agit de maman, vous êtes suspect aussitôt d'employer les mauvais mots pour considérer que vous avez attiré la tendresse, la sympathie. Non, non, parents accompagnateurs. Alors, il y a le recours au droit, à condition qu'on l'interprète correctement et qu'on le respecte, qui n'est pas tout, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais qui est une base dans notre état de droit, ou en tout cas ce qui devrait être un état de droit. Que dit le droit? Il y a eu ce qui est une méthode très rare, une demande du défenseur des droits, anté-précédent, au Conseil d'État pour poser la question. Procédure d'autorité indépendante à autorité indépendante, et le Conseil d'État a répondu il n'y a aucune raison d'imposer la neutralité aux parents accompagnateurs. On utilise parfois le mot collaborateur occasionnel du service public. Quand vous, moi, on passe à côté d'une école, d'un lycée, il y a le feu qui prend dans une poubelle, vous essayez d'éteindre le feu et vous êtes blessé, vous êtes donc un collaborateur du service public. Donc, je suis stupéfait de voir des prétendus grands juristes nier la réalité, dire que ce n'est pas de la jurisprudence. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai aussi été membre du Conseil d'État, et que l'Assemblée générale du Conseil d'État, ça vaut beaucoup de jugements de tribunaux administratifs comme importance dans l'imaginaire juridique. Mais ce qui est plus grave que ça, c'est que si cette mesure aurait été prise d'interdiction du foulard, c'est du foulard qu'il s'agit, bien entendu, essentiellement, pour les sorties scolaires, alors il y a d'abord toute une série d'endroits où il n'y aurait plus de sorties scolaires. Dans les banlieues parisiennes, la banlieue de Marseille, la banlieue de Lyon, etc. Deuxièmement, et moi j'ai eu ce témoignage humain qui m'a touché, j'ai vu un jeune homme de 16 ans au bord des larmes en me disant « on nie la dignité de ma mère ». Moi j'étais très fier de ma mère, elle voulait accompagner les sorties scolaires. Mais on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle les accompagne, parce qu'elle portait le foulard. Vous vous rendez compte, une famille qui a la deuxième ou troisième génération de chômeurs, qui en plus, si je puis dire, est musulmane, en plus avec foulard, et qui veut faire quelque chose pour l'école, on devrait la remercier, la féliciter, l'encourager. C'est une intégration où on est là chacun avec ce qu'on peut apporter. Et c'est considéré comme une menace. Les chiens de garde dont je parlais tout à l'heure ont beaucoup aimé un tweet qu'ils ont largement répercuté, qui consistait à montrer une maman voilée, accompagnant une sortie scolaire, pas le voile intégral, et la même avec une Kalachnikov. Et ils ont trouvé ça très drôle, des universitaires. Ou bien, autre chose, vous n'avez qu'à demander des masques pur port pour la pandémie, ça vous éliminera de la pandémie et ça vous préservera des musulmans. Pas de l'islam radical, pas du terrorisme islamique qui se réclame de l'islam, des musulmans. Tweeter, retweeter avec un grand sourire, c'est drôle, de la part, encore une fois, d'universitaires et de profs d'université, qui ont le dessus du pavé. Donc, retenez bien, si je peux me permettre, ce qu'a dit Rachid, principe et pas valeur. Et retenez bien cette notion de formation plurielle par l'apprentissage, par la construction, la citoyenneté. Il n'y a aucun texte qui vous dise ce que c'est qu'être citoyen. Ça se construit en faisant des choses ensemble. Et ce n'est pas tout à fait seulement le vivre ensemble qu'on invoque parfois à tort et à travers, là aussi. Régis Debray, qui a le goût des formules un peu provocantes, disait ça ne veut rien dire vivre ensemble. C'est les vaches qui vivent ensemble. Nous, on doit faire ensemble. Et dans cette remarque, il y a quelque chose de profondément juste. Donc, retenez bien ces axes que Rachid a évoqués avant moi, que j'ai fait que confirmer. Je crois que dans votre parcours personnel, aux uns aux autres, aux unes et aux autres, et dans notre réflexion collective,
il y a d'avoir les idées nettes là-dessus. Que dit le droit? Quels effets l'application du droit provoque? Qu'est-ce qu'il faut le changer ou pas? Et se servir, c'est ici une évidence, de la raison et pas être emporté uniquement par le cerveau des émotions. Rachid Benzine, vous voulez réagir, commenter, analyser? Non, c'est parfait. Rien à ajouter. Rien à rajouter. Alors, J'ai la même chose à ton égard. moi, dans votre livre, ce dialogue avec Delphine Horviller, à un moment donné, en évoquant justement cette forme un peu radicale, un peu polémique de laïcité, vous rappelez que vous avez visité des prisonniers, vous avez fait plusieurs démarches dans ce sens auprès de prisonniers, et notamment de jeunes radicalisés, de jeunes islamistes radicalisés. Et vous, à propos de donc, cette forme de laïcité, vous avez ce jugement que je trouve extrêmement juste. Ce n'est pas avec des discours sur la citoyenneté ou la laïcité qu'on va s'en sortir avec ces jeunes-là. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de catéchisme de la laïcité, de la citoyenneté. C'est très intéressant parce qu'à partir de 2015, il y a à la fois je peux comprendre cette idée de la formation des professeurs à la laïcité, mais quand ça devient l'alpha et l'oméga, comme une espèce de, je dirais, de catéchisme, comme il y avait le catéchisme religieux des prêtres qu'on enseignait, que ça devienne un peu ce catéchisme religieux de la République et défendre les valeurs de la République, pour moi ça devient problématique. Parce que ce qui est important, c'est à la fois entre les principes et les valeurs que nous énonçons et la réalité. Et il y a un gouffre, me semble-t-il, entre les valeurs que nous défendons et la réalité de ces gens qui vivent dans des quartiers populaires ou simplement dans le milieu rural. Et qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus d'injustices, et des gens qui n'arrivent pas à inscrire leur propre récit, ou la question de la mémoire. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus de conflits autour de la question de la mémoire, il y a de plus en plus de conflits sur notre rapport à l'histoire, donc il y a un déficit d'histoire et un excès de mémoire. Et cet excès de mémoire, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et donc, on pense qu'en rappelant simplement les principes de la République ou les principes de la laïcité, on va s'en sortir. Mais les inégalités sociales et économiques, les inégalités en termes de parcours scolaire, les inégalités en termes de travail, les inégalités en termes de logement, etc., les discriminations qui posent de plus en plus, ce sont des éléments qui viennent miner la République, qui viennent la détruire de l'intérieur. Ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de discrimination. Ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème d'inégalité et d'injustice en termes de social et économique. Et de cela, on n'a pas du tout envie d'entendre parler. C'est-à-dire que la problématique sociale a été complètement dégagée et évacuée de l'espace public, etc. Et on est simplement sur la question des valeurs. Et lorsqu'on dit qu'il y a un certain nombre de valeurs des Français, je ne suis pas sûr que la question des valeurs des Français soit partagée par l'ensemble des Français. Et nous avons eu un cas en ce qui concerne ce qu'on a appelé le mariage pour tous, et on a vu que beaucoup de gens n'étaient pas du tout d'accord, et des extrémistes, des catholiques avec des extrémistes et fondamentalistes musulmans étaient d'un seul coup d'accord. Ils étaient d'accord entre eux par rapport à cela. Et donc, c'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup sur le discours des valeurs. Vous voyez, les valeurs valent ce que ça vaut pour chacun d'entre nous. Et on devrait peut-être, me semble-t-il, regarder davantage la réalité et de se dire, mais comment faire de la cohésion? Vous savez, je fais un travail depuis 3 ou 4 ans sur la question de la reconnaissance pour essayer de développer pour une politique publique qui crée de la reconnaissance. Et ce travail se fait sur 4 villes, bientôt sur 6, et que le sentiment qui se dégage, mais véritablement, le sentiment qui se dégage à la fois d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue des citoyens, c'est une impuissance à changer la réalité. Cette impuissance à changer la réalité développe ce que j'appelle des discours virilistes qui prétendent redonner de la puissance aux gens. Au lieu de se poser la question comment développer des institutions décentes, au sens d'Avishai Margalit, pour ne pas avoir des institutions qui humilient les gens. Il y a nos institutions
deviennent de plus en plus maltraitantes, nos institutions de plus en plus humilient les gens, et quand il y a de l'humiliation, on réduit la capacitation des gens à pouvoir, je dirais, se réaliser et réaliser la question du bien commun. Et quand vous avez des institutions qui ne se laissent pas transformer par la réalité des citoyens, quand vous avez des institutions qui ne se laissent pas transformer par les projets que portent les citoyens, ce sont des institutions qui sont en danger. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on trouve notamment dans Soi-même comme un autre de Paul Ricoeur, puisqu'on est juste à côté, et que je suis chercheur associé juste à côté, à quelques mètres au fond Paul Ricoeur. Il dit que il appelle ça la petite éthique, il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et c'est ça la cohésion, c'est-à-dire à la fois l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions. Parce qu'entre le je et le tu, il y a le il. La question, parce que l'institution, c'est le temps long. Et comme on est dans la République dite, comme on est dans une espèce de saturation par rapport à un certain nombre de polémiques qui fait qu'on nous reprenons du langage de ces polémiques-là, qui nous empêche fondamentalement de pouvoir penser la complexité et la société dans laquelle nous sommes. Et que vraiment l'enjeu, c'est comment on crée de la cohésion. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu fondamental, qui est d'abord une question de justice. Et c'est une question de justice qui est aussi une question de narration. Et je trouve que tant que la société française n'est pas en capacité de raconter tous les récits, il y a le massif biblique, il y a le massif grec, il y a le massif romain, il y a le massif même socialiste, il y a le massif... Il y a plein de massifs, c'est-à-dire il y a plein de niveaux de sédimentation de ce qu'est la société française. Et il y a, je dirais, d'un point de vue historique, il y a une sédimentation qu'on appelle l'immigration postcoloniale. Comment on l'inscrit dans l'histoire ? Par exemple, vous avez eu une marche, puisqu'on va bientôt fêter les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui est partie le 15 octobre de Marseille et qui est arrivée le 3 décembre, je dirais, à Paris, qui ont été reçus par le président Mitterrand. Comment faire en sorte que cette date-là, qui est très importante parce que c'est la mobilisation de la deuxième génération d'un point de vue politique, comment l'inscrire dans nos manuels scolaires ? Comment on l'inscrit concrètement, comment on incarne toutes ces luttes qui s'inscrivent dans les luttes ouvrières de l'ensemble de beaucoup de Français, vous voyez ? Et donc, quand vous avez ces récits manquants, quand vous avez ces récits troués, les gens vont chercher automatiquement un autre récit, en sachant que d'un point de vue narratif, que les êtres humains, nous sommes des êtres narratifs, et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Donc la question, c'est quelles sont les histoires que me propose la société française à laquelle je vais adhérer. Et moi, quand j'ai travaillé notamment dans les prisons, c'était en 2015-2016, sur l'idéologie de Daesh, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que ce récit ait pu séduire des gens. C'est une narration, c'est une histoire qu'on leur a proposée, de même qu'aujourd'hui, je dirais, le récit post-MeToo est un récit qui est important et qui est en train de changer les choses en termes d'action. Et le fait d'adhérer à une histoire, ça a des implications. Et donc, si la société française n'est pas capable de raconter cette pluralité d'histoires, les autres vont chercher à faire d'autres histoires. Et moi, je le dis souvent à mes étudiants, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Alors, pour revenir à l'intitulé lui-même de ce débat, universalisme et tolérance, j'ai envie de vous poser à l'un et l'autre, Rachid Benzine et Jean-Luc Bianco, une question qui est presque une question casuistique. Est-ce qu'on peut être favorable à la liberté de porter le voile dans notre pays et favorable à celui de l'ôter en Iran ? En tout cas, pour moi, tout d'abord, je ne suis pas une femme, comme vous l'avez vu. Moi, je pense que c'est d'abord une liberté des femmes d'elles-mêmes par rapport à leurs cheveux, par rapport à leur corps, et que les hommes n'ont rien à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des femmes veulent le porter par rapport à leur liberté, il faut encourager cette idée de la liberté. À partir du moment où des femmes, de l'autre côté, veulent aussi l'enlever, il faut aussi pouvoir l'encourager. C'est-à-dire que moi, je fais confiance globalement à la fois à cette question de la liberté, qui est pour moi fondamentale, mais aussi à la question de l'intelligence des gens. Et c'est ça, me semble-t-il, cette idée de la pluralité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous portiez le voile ou pas, est-ce que ça vous permet de participer à l'espace public, oui ou non ?
à la communication publique, au débat, oui ou non. C'est cela pour moi le critère qui me semble fondamental. Jean-Louis Bianco. Je pense que ce n'est pas contradictoire, que c'est, avec des échelles de risque différentes, même la même chose. C'est à chaque fois un combat pour la liberté. Les femmes iraniennes disent « je veux pas la liberté de ne pas porter le voile, je veux pas l'obligation de ne pas le porter le voile ». Donc c'est un combat pour la liberté. Et Rachid a raison de dire qu'il regarde les femmes elles-mêmes. Ce qui est extraordinaire, avec cette notion qu'on a sur ce point-là, mais qui rejoint d'autres vieilles souches, de nos massifs, comme disait Rachid, c'est, au fond, les femmes ne savent pas très bien ce qu'il faut qu'elles fassent, et nous, on va savoir à leur place. C'était le récit de Combes, qui s'est élevé vigoureusement contre certains aspects de la loi sur la laïcité, et qui s'est élevé, tout en étant apparemment un défenseur, et qui s'est élevé vigoureusement contre le vote des femmes, avec succès, pendant des années et des années. Lui, laïciste, intégriste par ailleurs, avec un argument, c'est pas elles qui vont voter, c'est leur mari ou leur curé. Donc c'était une espèce de mépris très profond. Et j'ajoute, pour prolonger un peu une autre remarque que Rachid avait fait, que toute une série de questions qu'il a évoquées, mais qu'on évoque beaucoup trop peu, sont des questions fondamentales, bien avant la laïcité. Jaurès disait « La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. » Et c'est toute la question sociale qu'il a évoquée, en des termes que je partage, qu'il faut avoir présente à l'esprit. Encore une fois, la laïcité, c'est une liberté, et ensuite, c'est dans notre système politique, dans notre système relationnel, la manière d'articuler des libertés. Ma liberté avec la tienne, nos libertés avec la liberté collective. Et ça, c'est une construction qui suppose des compromis, qui suppose des actions politiques, mais qui ne tombe pas, encore une fois, du ciel, mais qui est un produit historique. Donc, ce n'est pas un combat différent, c'est un combat pour la liberté. La Déclaration des droits de l'homme disait, dans son article 10, sauf erreur, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions », on met le mot « opinion » dans le texte. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne heurtent pas l'ordre public établi par la loi. » Et puis un autre article qui dit, en gros, « La liberté de chacun s'arrête, là on met en péril la liberté d'autrui. » Donc on a des principes, à condition de ne pas tout mélanger, qui sont clairs. Après, il reste qu'à les remplir, à créer cette mémoire qui n'existe pas. On n'a pas non plus de grandes voix s'exprimer sur le plan politique. Vous imaginez le succès de librairie qu'aurait le livre de Bernard Stasi, il y a 20 ans ou 30 ans, « L'immigration, une chance pour la France ». Oui, en effet, oui. Alors peut-être, pour conclure ce débat et sur la question de la laïcité, évoquer cette notion défendue par Jean Bobéro, que vous connaissez l'un et l'autre, évidemment, cette notion de laïcité inclusive. Et je voulais rapidement citer une lettre ouverte au président de la République que Mediapart avait publiée. C'était au moment justement des discussions autour de cette loi confortant, voilà, c'est contre le séparatisme, ou comme elle est devenue, confortant les principes républicains. Jean Bobéro écrivait « Comme la Révolution a célébré une déesse raison, nous transformons la laïcité en déesse dont la France serait le peuple élu ». L'historien de la laïcité passe donc en revue ces contradictions, les contradictions de nos conceptions à cet égard. Je cite encore, « Nous parlons de l'école gratuite, laïque et obligatoire, tout en finançant à plus de 80% un enseignement confessionnel. » Et sur l'article 6 du projet de loi qui impose aux associations un engagement à respecter les principes et les valeurs de la République, il relève, Jean Bobéro, que le terme « valeur » peut brasser large ou au contraire se rétrécir à l'excès. Bon. Je peux dire un mot sur Jean Bobéro. Je travaille avec lui, j'ai le plaisir de travailler avec lui, donc je suis bien au courant, puisqu'on a fondé ensemble une petite association qui s'appelle la Vigie de la laïcité, qui essaie de donner justement des réflexions, des faits vérifiés, des analyses, des comparaisons nationales et internationales. Et Jean Bobéro est indiscutablement un de ceux qui ont le plus influencé la recherche et la réflexion. Excusez-moi, Jean-Louis Bianco, je ne l'ai pas dit, c'est quelqu'un qui est connu comme un historien de la laïcité, justement. Bien sûr.
Et la vigie de la... La vigie de la laïcité fournit un travail indépendant de documentation. Je vous invite à aller voir sur Internet pour vous faire une idée vous-même. On a repris cette maxime de Condorcet dans notre petite association. Nous ne voulons pas que les hommes, encore les hommes, nous ne voulons pas que les hommes pensent comme nous voulons qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. C'est la démarche rationaliste, c'est la démarche de la laïcité aussi, quand on l'entend dans son vrai sens du terme. Et la loi est une régression terrible, parce qu'elle soumet à un contrôle tatillon, inutile, vexatoire, des gens qui doivent prouver qu'ils sont pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais comment elle est notre société? Elle est où l'égalité entre les femmes et les hommes? Dans certaines religions, où est l'égalité entre les femmes et les hommes? Et donc l'État va exiger, ou la commune ou le département qui subventionne, qu'on fasse des preuves, qu'on ait des brevets de respect de la dignité, des valeurs de la République, etc. C'est non défini d'ailleurs par le texte. Donc ça donnera du travail aux contentieux, aux juges et aux magistrats, mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Les ennemis de la République, les gens qui en veulent à la France, ils vont être dans les clous, ils vont faire attention. Donc on va enquiquiner des centaines de milliers d'associations, en plus en renversant la séparation des Églises et de l'État, puisque c'est l'État qui va reconnaître si une association est cultuelle, relative au culte ou pas. Ce n'est pas l'association qui dit « moi je suis cultuel, je suis de telle religion, je veux faire telle action collective, telle action sociale ». Non, c'est l'État qui veut dire « vous avez le label, alors je vous le retire dès que vous avez un membre de votre association qui va faire un pas de travers ». Je n'ose imaginer ce que ce serait si on avait une présidente de la République d'un certain parti avec ce genre d'outils. Oui. Rachid Benzine, cette notion de laïcité inclusive, elle rejoint ce que vous disiez justement sur la mise en commun des récits. Oui, après, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'adjectifs par rapport à cette question de la laïcité, que ce terme inclusif, il est d'abord le reflet d'un certain nombre de conceptions de la laïcité. C'est-à-dire que globalement, autour de la laïcité, il y a une guerre des récits. Il y a plusieurs récits de la laïcité qui sont en train de s'affronter dans l'espace public, rendant ce concept encore beaucoup plus difficile à comprendre. Mais il y a des usages de la laïcité, et ça, je pense qu'on peut essayer d'en parler. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un au-delà de la laïcité, parce que la laïcité, c'est un principe, mais il y a ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, on ne s'en occupe, me semble-t-il, pas assez. Et on se focalise sur un terme avec tous les imaginaires, je dirais, d'exclusion réciproque autour de ce concept, comme si nous n'avions plus que ça à défendre. C'est-à-dire que la cohésion, ça ne nous intéresse pas trop. Les inégalités, ça ne nous intéresse pas trop. Les inégalités en termes de carte scolaire, la manière dont 300 000, 400 000 jeunes sortent, qui sont les vaincus du système, ça ne nous intéresse pas trop. C'est-à-dire c'est comme si finalement, chacun, nous avions accepté l'état de fait d'une société où ces résultats deviennent de plus en plus problématiques. Faire une réunion avec des gens et dire ben là, comment on fait pour qu'il y ait de moins en moins d'élèves qui soient exclus, comment faire en sorte, vraiment dans le cadre du travail, sur cette notion de la reconnaissance, je ne m'y attendais absolument pas, mais le premier lieu d'expression d'une humiliation chez un certain nombre de jeunes, je ne m'y attendais absolument pas du tout, c'est l'école. C'est le premier sentiment où il y a d'injustice et de non-reconnaissance. Et c'est un endroit bien précis, c'est les conseillers et conseillères d'orientation. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose, me semble-t-il, à travailler. Comment faire pour que ces lieux-là soient vraiment le lieu de la reconnaissance par excellence? Comment faire que l'école, ça ne soit pas simplement cette idée de la compétence, mais d'abord le lieu de la reconnaissance des individus avec leurs capacités, aussi avec leur histoire. Et c'est ça, me semble-t-il, l'enjeu de la société française, et de ne pas nous focaliser, me semble-t-il, sur des problématiques qui sont de plus en plus mal posées. Parce qu'à partir du moment où cette problématique est mal posée, ben, nous passons notre temps à polémiquer. Et ensuite, on peut se dire, ben, écoutez, depuis 30-40 ans, depuis 1989, avec ces lycéennes qui ont été exclues de l'école pour port de foulard en 1923, quelles sont les avancées par rapport à ces éléments-là? Et j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'incompréhension vis-à-vis de cela. Cela veut dire que la manière politique, la manière médiatique, la manière publique dont nous prenons cette problématique est elle-même problématique. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie à un moment de changer de perspective. Comme si finalement, en fait, ça traduit notre impuissance à proposer autre chose que des débats stériles sur la laïcité. Bon,
J'ai bien l'impression qu'on aura su éviter, Rachid Benzine et vous, Jean-Louis Bianco, justement le terrain de ces polémiques stériles et gratuites. Et si vous avez des questions, puisqu'on est arrivé au terme de ce débat, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, c'est le moment des questions. Je crois qu'il va y en avoir pas mal. Il y a aussi les internautes, mais on va d'abord donner la parole à la salle. Donc je commence là et ensuite 2 personnes. Donc je vous propose des questions assez courtes et des réponses assez courtes pour qu'on puisse circuler la parole. Je me pose la question de la définition du mot culture qui est arrivé très rapidement alors qu'on avait parlé de tolérance, des lois. Et comme la culture est arrivée largement alors que c'est plus noble que communautarisme, et je voulais savoir... C'est pas seulement sémantique. Je trouve qu'au nom de la culture, on peut faire beaucoup de choses. Certainement. Là, en l'occurrence, je crois, ne pas me tromper, excusez-moi. C'est le mot. Oui. On parlait des cultures, hein, en termes de civilisation, je crois, mais si vous avez une réponse à apporter, une précision, Rachid Benzine ou Jean-Louis Bianco, sur ce sujet, qu'est-ce que les cultures, dans le fond, peuvent apporter à... Il me semble que ça fait partie des appartenances, de ce qui vous a formaté, enrichi ou pas. Ça fait partie de la construction d'une identité personnelle et d'une identité collective, d'une histoire collective. Mais là aussi, j'ai rien d'autre à dire qu'à répéter ce que Rachid a dit. Prenons conscience de cette diversité des histoires et des cultures, voyons ce que ça veut dire, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut apprendre de l'autre. C'est une incitation à construire ce vivre en commun, c'est une incitation à construire cette identité collective à partir de nos identités plurielles. Donc la culture ou les cultures sont un outil à la fois qui véhicule des préjugés, qui véhicule des manières de penser automatiques, qui véhicule aussi l'air du temps, et puis des outils de libération. Mais c'est ambivalent, encore une fois, sur la manière dont on s'en sert. Ça peut être une manière de brimer toute tentation ou tentative d'exprimer des différences, ou ça peut être une manière de permettre aux gens de découvrir la richesse de ceux qui vivent avec eux. J'ai une question ici. Oui, bonjour. Merci tout d'abord pour cet échange très éclairant. Alors, je vais intervenir en tant que professeur de lettres, puisque je suis exposé chaque jour à cette question de la laïcité, mais également en tant que président du collectif Lumière pour tous. Il y a tout à l'heure ces mots de Voltaire qui me sont venus. En fait, on peut le trouver dans la lettre 6, dans ses lettres philosophiques. Il nous dit ceci, Voltaire, je crois que là, ce que j'ai à vous proposer, c'est simplement un regard, parce que je crois que là, cet amphi, ce soir, se prête à l'idée d'une agora. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. S'il y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait 2, elles se couperaient la gorge, mais il y en a 30, et elles vivent en paix et heureuses. Et heureuse, précisément, c'est un mot ici qui a du sens parce qu'il fait écho avec l'idéal de la déclaration du 4 juillet 1776, la déclaration américaine qui nous dit ceci: tous les hommes sont créés égaux et sont dotés de droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la quête du bonheur. Et aller vers plus de conviction, d'éducation, connaître les dangers qui menacent parfois la Déclaration des droits de l'homme, se défier des certitudes, connaître nos paradoxes. Et un des paradoxes justement soignés, c'est de faire un dans la diversité. Tout à l'heure a été évoqué l'universalisme pluriel de Césaire. Pour moi, c'est l'antidote. C'est aussi cet antidote qui rentre en écho avec ces mots de Saint-Exupéry. « Loin de me léser, ta différence, mon frère, m'enrichit ». Donc,
Il a été évoqué, alors très rapidement, on m'a dit de faire court, il y a la question, non, c'est un regard que je propose, pas spécialement une question, mais la question de la reconnaissance de l'État. Par rapport à la colonisation, on a ces mots, n'oublions pas, du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous disait en 2017 ceci: la colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Je dis ceci parce que il me semble que dans le processus de réparation, il y a le processus de reconnaissance de l'État pour non pas faire page blanche de l'histoire, mais savoir l'endosser pour ensuite passer à autre chose et faire face au présent. A été évoqué également Onfray, Finkielkraut, ses chiens de garde, je cite. N'oublions pas de citer Patrick Boucheron avec son Histoire mondiale de la France, parce que je crois que c'est aussi le remède aussi de la laïcité. Je pense aussi que la laïcité, il faut en finir avec le catéchisme toujours un peu moralisant qu'on fait de la laïcité. Et à chaque fois qu'on cherche à apposer un adjectif derrière le mot laïcité, on participe en fait à rendre ce terme incroyablement confus. Donc je pense, pour terminer, que concernant nos jeunes, parce que c'est eux qui portent l'avenir, nous ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est qu'ils en soient dignes de cet avenir, c'est prendre conscience que nous formons une communauté de destin et que loin des discours moralisants, il faut l'incarner, cette laïcité. Comment ? Par la bienfaisance. Merci. À moins que vous vouliez commenter, je peux prendre la question suivante. Oui, bonsoir, Jacques Bordet. Je voulais simplement vous dire que ce que vous avez dit sur le récit, notamment, m'a fait penser à ce livre paru il y a 5 ans en français d'un philosophe chinois, Tian Yang, qui s'appelle Vivre sous un même ciel, tout sous un même ciel. Jiangxia, c'est une philosophie chinoise qui a permis de faire cohabiter des systèmes culturels extrêmement différents, des systèmes politiques extrêmement différents. Et dans son livre, Tian Yang explique que finalement, on n'a pas réussi dans le monde à faire un récit du monde. Le récit monde n'est qu'une somme de récits de nations séparées et qui donc n'arrivent pas forcément à se comprendre. On revient à la différence de culture. Sur l'Europe, par exemple, on n'a pas réussi à faire une histoire de l'Europe non plus, et un récit de l'Europe qui permette de faire une cohésion en Europe. Donc c'est un problème dans votre construction des récits. C'est un problème d'éthique des historiens d'abord, effectivement, de ne pas se laisser dominer par les politiques et de faire en sorte qu'il y ait un récit commun où tout le monde s'identifie. Donc c'était pour enfoncer le clou sur votre récit, pour vous dire que ce philosophe chinois, tout sous un même ciel, ça passe par un récit monde. Oui, j'arrive. Très brièvement, est-ce que la notion de laïcité s'exporte ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est au cours d'un voyage, si vous voulez, en Turquie, où je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de la marche forcée vers la laïcité à l'époque d'Atatürk, puis les revirements actuels qui semblent en fait s'éloigner, en tout cas de cette démarche qui avait été active dans les années 20. Et au fond, est-ce que la discussion qu'on a là ce soir, en fait, qui enrichit, je dirais, à la fois la notion de laïcité et puis la perspective en fait qu'on peut avoir d'améliorer en fait notre non pas vivre ensemble comme les vaches, mais en tout cas agir ensemble. Est-ce que en fait cette notion qu'on fait vivre ici en France, elle continue en fait à intéresser le monde? Vaste sujet. Je crois que l'attitude des gens d'autres pays à l'égard de la laïcité est très variable. D'abord, on ne comprend pas ce que c'est, bien souvent, y compris quand on traduit par sécularisé, ce qui est quand même très loin du principe de laïcité. Ensuite, c'est interprété à la lumière de l'histoire, et au fond, pourquoi pas, mais suivant le degré de proximité ou de distance que vous avez avec la France. Vous avez une écoute bienveillante ou pas bienveillante. Même chose, même réaction qui est extérieure à la laïcité. Si vous êtes pour l'égalité entre les femmes et les hommes et que vous savez ce que c'est que la laïcité, ça peut vous intéresser. Si vous êtes contre la laïcité, c'est un danger. Encore une fois, je ne l'ai pas dit assez précisément, pas d'adjectif, malgré le respect que j'ai pour Jean Bobéro, surtout pas d'adjectif, vous la tirez dans un sens
Encore une fois, c'est un principe qu'il faut nourrir et faire vivre. Alors, il y a de la curiosité. Moi, je peux attester, comme président de l'Observatoire, que j'ai vu des gens extrêmement divers venir discuter en se disant, pour certains d'entre eux, c'est très compliqué, c'est très français, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Et j'ai vu des gens d'Indonésie, de Singapour, de Hong Kong, de l'Afrique noire, de l'Amérique du Sud, venir discuter. Parce qu'au fond, des États qui sont des démocraties, en gros démocratiques, on a tous le même problème. Comment on concilie l'un et le multiple? Comment on fabrique ce récit dont parlait Rachid tout à l'heure? Comment on équilibre la liberté de chacun avec celle d'autrui? Comment on équilibre cette liberté de chacun avec notre fonctionnement collectif? Toute démocratie où ces questions sont ouvertes et où les libertés sont reconnues suppose de définir des équilibres. Et au fond, la France, avec son histoire, et encore une fois ce côté un peu abstrait et théorique, a fabriqué quelque chose qui mérite d'être discuté. Mais ça mérite d'être discuté comme nous, on doit discuter de ce qui se passe sur la laïcité. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un chercheur récemment au Japon. J'ignorais largement la problématique des sujets qui ne doivent pas forcément avoir le mot laïcité. C'est la séparation des églises et de l'État, c'est la neutralité de l'État, c'est la liberté de croire et de pratiquer sa religion. Là, on est dans des choses concrètes. Et au niveau du Conseil de l'Europe, il y a des travaux qui se font en disant on ne prend pas le mot laïcité parce que les gens ne comprennent pas, parce que ça fait peur, si c'est une laïcité répressive, mais prenons liberté de conscience, prenons liberté de culte, prenons séparation des institutions publiques et des institutions privées, parce qu'on n'a pas des choses à voir en commun au niveau mondial et pas seulement au niveau européen. Absolument. Dans la mesure, en fait, la problématique, me semble-t-il, c'est que la laïcité, c'est une réponse à une question ou à des questions. Et ce qui est très important dans le dialogue, notamment avec les autres, c'est de retrouver les questions qu'il y a derrière. Et on peut être d'accord sur les questions. Et ensuite, il y a les réponses qui sont spécifiques, culturelles, historiques à ces pays. Mais on oublie, me semble-t-il, c'est très important de dire aux gens, mais la laïcité, c'est la réponse à quoi? Vous voyez, c'est comme un texte, même dit religieux, vous avez un énoncé, mais vous n'avez plus le contexte, vous n'avez plus la question, vous n'avez plus l'environnement anthropologique, social, politique, etc. Vous avez un énoncé. Et cet énoncé devient globalement dogmatique. Or, ce que je crois, notamment avec les élèves, ce qu'il faut travailler, c'est les questions de la laïcité. À quoi répond la laïcité? Vous voyez, quand on peut se mettre d'accord sur les questions. Parce que c'est en se mettant d'accord d'abord sur la question, sur la problématique, qu'on peut commencer à parler, me semble-t-il, de la réponse. Excusez-moi de vous couper, mais tout à l'heure, on vous a posé la question du voile. Oui. Et en opposant le voile en Europe et le voile en Afghanistan, vous avez invoqué la liberté. Très bien. Mais il faut aussi invoquer la politique, parce que je ne vois pas comment les femmes en Afghanistan peuvent politiquement répondre à la nécessité qu'elles peuvent avoir de ne pas porter le voile. Et la même chose se passe en France. On parle du voile comme si les femmes étaient toutes, elles avaient envie de porter le voile, elles le faisaient librement. Il y a aussi en France ou ailleurs l'influence de l'islam politique. Donc il y a toujours voilà, quand on parle de la laïcité, on répond à cette question-là également. Mais je veux dire, c'est pas la laïcité qui vous protège, hein, c'est l'éducation et la critique qui vont vous protéger. Mais ce n'est pas le principe de la laïcité quand vous dites liberté de croire ou de ne pas croire. Encore faut-il donner la capacité aux gens de pouvoir, je dirais, faire ce travail critique sur la croyance et sur les systèmes de croyance et de non-croyance, ce que parfois ne fait pas du tout l'école. Vous voyez, ça reste des principes et des valeurs, mais on ne donne pas, me semble-t-il, toute la méthodologie ou tout le travail critique. Maintenant, en ce qui concerne, je dirais, l'Afghanistan, etc., c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette idée de la liberté, il n'y a pas l'idée de la contrainte. C'est-à-dire que globalement, en Afghanistan, il y a de la contrainte politique et religieuse. En Iran. En Iran et ailleurs. C'est-à-dire que globalement, quand il n'y a pas de liberté, il y a de la contrainte. Mais ça veut dire que lorsque vous mettez en avant cette idée de la liberté, je n'oublie pas que ça nécessite un travail politique et critique sur la contrainte. Ça va ensemble. La question de la liberté et de la responsabilité, me semble-t-il, sans le savoir et sans la politique critique qu'il y a derrière, ça ne peut pas, me semble-t-il, fonctionner. Il y a bien sûr des idéologies de part et d'autre, que ce soit sur le port du voile ou sur le non-port du voile, j'en suis bien conscient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où je suis en France, je suis obligé d'accepter à partir de ce principe de laïcité cette question de la liberté. Mais je ne vais pas dire aux gens, parce qu'ils portent un voile, que vous êtes des gens qui sont aliénés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dessus.
Et la question, c'est dans quelle mesure l'école permet à ces jeunes femmes de, je dirais, à partir d'un travail critique, notamment historique et anthropologique sur les religions, de pouvoir se faire une idée là-dessus. Est-ce que nous sommes capables d'apporter ces éléments quand on voit que l'histoire des religions, nous avons de plus en plus de mal à pouvoir l'enseigner parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation là-dessus. Vous voyez ? Donc la question en termes de choix du citoyen, c'est qu'est-ce que fait l'État en termes de débat public, en termes d'apport culturel, en termes d'apport de savoir à ces gens-là pour pouvoir les aider sans entrer, me semble-t-il, dans l'intimité de leur conscience. Moi, je n'entre pas dans l'intimité des gens, et notamment sur la question du voile. Merci. Moi, j'ai une question assez brève qui peut paraître marginale, mais qui ne le sera peut-être plus longtemps. C'est la question de la fragmentation sociale. La fragmentation sociale par les médias sociaux qui conduit finalement à l'expression ou à la formation de communautés virtuelles autour de thématiques qui fait qu'on ne peut plus pénétrer à l'intérieur de ces groupes à limite floue sans... si quelqu'un ne peut pas s'en sortir, il est exclu. Donc il y a finalement une réalité sectaire qui se développe par ces réseaux virtuels. Et donc le discours que vous tenez, avec lequel je suis d'accord à 100%, je n'ai pas du tout de problème avec ça, mais je me demande, est-ce qu'il est compatible avec cette structure ? C'est-à-dire ce dont vous avez parlé, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'État, de grandes structures, de grandes communautés. Mais est-ce que c'est compatible avec des microstructures qui se sont constituées par le biais des réseaux sociaux ? C'est-à-dire que cette problématique des réseaux sociaux, elle touche l'ensemble des traditions religieuses ou des traditions culturelles, philosophiques et politiques. Ce n'est pas simplement un problème qui, me semble-t-il, serait lié aux religieux. Ça suppose la question me semble-t-il, de la transmission et les ruptures qu'on peut trouver, me semble-t-il, au niveau de l'école. Maintenant, vous avez d'autres narratifs, c'est-à-dire globalement, d'un point de vue virtuel, il y a une espèce d'archipélisation des imaginaires, c'est peut-être là, me semble-t-il, la question qui est problématique, où ce sont des communautés de certitude. Vous voyez ? Et à partir du moment où vous avez dans ces espaces virtuels des communautés de certitude où les gens se rejoignent parce qu'ils ont le même imaginaire, ça pose la question, mais comment on va faire un imaginaire commun dans une société où il y a une espèce de virtualisation des imaginaires ? Et c'est pour ça qu'il me semble que la question de l'école doit penser aujourd'hui cette question, notamment de cet accès à ces connaissances ou à ces savoirs, parfois des non-savoirs, dans l'espace public. Mais ça nécessite un retour au réel, c'est-à-dire comment la société va-t-elle prendre elle-même ces problématiques-là. Et donc, on voit bien que comment le virtuel, parfois, a tendance, me semble-t-il, à imposer des représentations. Moi, là, je reviens de Los Angeles, là, aujourd'hui même, et puis là, il y a la représentation de la société française par les Américains. Et puis il y a la réalité. Et la construction médiatique des représentations, des réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité française. Vous voyez, et le grand problème, c'est que si nous faisons de ces représentations virtuelles l'idée de la réalité, là, ça devient, me semble-t-il, problématique. Là. Si je peux compléter juste d'un mot, pour ne pas rallonger trop, je crois que la clé de l'apprentissage qui doit se faire pour tous les citoyens, et notamment pour les futurs citoyens à l'école, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité ? La réalité, c'est plus la réalité. Je veux dire par là, la réalité, si vous êtes sur vos écrans de smartphone, écran de télévision, écran d'outils électroniques. Donc il y a une fabrication de la réalité qui se fait aussi par la répétition, qui fait qu'il y a des vérités qui sont admises comme étant l'air du temps et auxquelles il est très difficile d'échapper. Donc cette éducation à décryptage des sources, à accepter des points de vue différents du vôtre, à creuser des questions, c'est capital si on veut former cette unité dans la diversité. Mais c'est un énorme travail, parce que c'est vrai que naturellement, les gens sur les réseaux vont voir des gens qui pensent comme eux. Et donc c'est tout un apprentissage à faire pour dire, allez voir des gens qui ne pensent pas comme vous. De deux choses l'une, ou ils vont vous ébranler, c'est tant mieux, vous avez appris quelque chose, ou au contraire, vous êtes renforcé dans votre certitude, et c'est tant mieux aussi. Mais allez voir les points de vue différents des vôtres. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, la justification des principes qu'on évoque. La loi de 1905 avait suivi
un siècle et demi au moins de querelles religieuses, d'intolérance, et c'était un essai de pacification. Vous nous avez expliqué, et je vous suis complètement, que la société française a aujourd'hui largement changé. La diversification des origines, des cultures et des traditions font que nous n'avons pas réfléchi, ni au plan social, ni au plan culturel, à une intégration satisfaisante, un mélange satisfaisant. Donc je vais vous poser une question, je dirais provocante, brutale. Est-ce qu'il faut abolir la loi de 1905 ? Surtout pas. En tout cas, c'est pas ce que ni Jean-Louis ni moi nous prenons. Ce que je dis, moi, c'est que ce sont des principes. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un déplacement de ces principes par rapport aux valeurs. Et donc, du coup, les conflits, nous les avons. Ensuite, nous faisons prendre à la laïcité des questions qu'elle n'a pas du tout à prendre en charge. Des questions notamment sociales, les questions de l'égalité. La question de l'égalité des femmes, ce n'est pas une question de la laïcité. Sinon, depuis 1905, on aurait déjà l'idée je dirais, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, je crois que c'est une fausse problématique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus et de malentendants là-dessus. La question, c'est, avec ce qui est devenu la société française, comment continuer avec ce multiple à faire de l'un ? Et là, la laïcité, elle devient intéressante. Et moi, ce que je dis, c'est que pour faire du multiple avec l'un, il faut prendre la question des récits. Et sortir de cette guerre des récits, parce que chaque récit, quel qu'il soit religieux ou politique, prétend de dire l'alpha et l'oméga de la question de la vérité. Ensuite, cela suppose de nous décentrer par rapport au monde que nous avons connu, qui est celui aujourd'hui de cette notion de la diversité de la province, du Sud, qui lui aussi prétend nous dire, qui lui aussi, à partir du Sud, prétend nous qualifier. Vous voyez, ce sont des éléments. Et ensuite, vous avez une population qui est, c'est très intéressant, parce que dans les années 50-60, on les appelait des immigrés. Dans les années 80, on les appelait c'était une appellation ethnique, on les appelait les Beurs, les Maghrébins, etc. Et à partir des années 90, par une opération du Saint-Esprit dans le christianisme a le secret, ils sont tous devenus musulmans. Vous voyez, d'un seul coup, ce déplacement en termes de locage devient lui-même problématique lorsque on qualifie les autres de diversité. C'est-à-dire, moi j'entends beaucoup l'idée de la diversité. La diversité, globalement, c'est les Arabes et les Noirs. Mais ça veut dire que si on les considère comme des gens de la diversité, ça veut dire qu'on crée toujours du différent. Ça veut dire que finalement, nous ne les avons pas suffisamment intégrés en tant que Français. Or, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière étude de l'INED le prouve, cette intégration fonctionne. Dans les quartiers populaires, il y a de la mobilité. Simplement, ce sont de nouvelles populations qui arrivent, donc il faut refaire constamment de la nouvelle problématique. Donc, on voit bien qu'il y a des blocages institutionnels dans les entreprises, dans l'État, en ce qui concerne des discriminations. Et en organisant la chose sur la question des discriminations, ça devient problématique. La question, c'est comment on lutte par rapport à ces discriminations. Et vous savez, dans les années 80, il y avait à peu près 4-5 critères pour les discriminations. En 2023, on est à plus de 20 critères de discrimination. Et tout le monde pense être discriminé, parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est noir, parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman. Vous voyez ? Et donc, vous avez une concurrence en termes de discrimination. Mais que la question de la discrimination, elle touche à quoi en vérité ? Elle touche à la question de l'égalité. Ça veut dire que l'ensemble des Français, des citoyens, ne sont pas considérés comme égaux vis-à-vis des autres. C'est ça la question de la discrimination. Et que si nous acceptions de lutter fondamentalement sur ces questions de discrimination, qui sont d'abord la discrimination, c'est une question de représentation de l'autre. Et tant qu'on n'aura pas été, me semble-t-il, sur ces éléments-là, avec des vrais combats institutionnels pour faire face à la question de la discrimination, nous continuerons avec notre catéchisme en termes de principes, alors que la réalité dément complètement nos principes. On a eu, je voudrais prendre un exemple concret quand même. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un exemple de discrimination qui n'a rien à voir avec la colonisation, qui n'a rien à voir, mais qui a à voir avec la religion et avec le genre. C'était un chanteur, je ne me souviens plus le nom, vous allez me le dire, qui voulait faire un spectacle dans une église désaffectée depuis 300 ans. Comment il s'appelle ? Bilal.
Voilà, Bilal, et ça a été interdit par effectivement des intégristes religieux catholiques. Voilà. Donc rien à voir avec la décolonisation. Alors que l'Église Alors était désaffectée. que l'Église était absolument depuis désaffectée. très longtemps. Oui. Donc voilà, ça c'est concret. Et c'est bien quand même lié à la laïcité, à la notion de différence, effectivement. Hein, les genres, voilà, tout le monde n'est pas égal. Donc voilà, ça c'est un exemple que je trouve intéressant, mais je ne vois pas très bien comment on peut, comme ça, un coup de baguette magique, et même à l'école, il n'y a pas que l'école hein, quand même qui est capable de réaliser l'intégration. Il n'y a pas que l'école, parce que vous ramenez toujours ça à l'école. Je pense qu'il y a des enseignants qui doivent être un peu stigmatisés en se disant mais on ne peut pas résoudre toutes les plaies sociales de la société à l'école. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est à l'école de résoudre toutes les problématiques, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dirais, entendez-moi bien ce que je dis. C'est que je dis d'abord que l'école, c'est d'abord le premier lieu du commun. Et ensuite, vous avez l'ensemble des institutions. Moi, j'en appelle globalement à cette idée de l'institution. Ce que vous dites par rapport je dirais, à Bilal, ce sont des réactions identitaires, je dirais parfois religieuses et politiques, qui veulent empêcher simplement une différence de pouvoir s'exprimer. Il y a eu la même chose, il devait y avoir une rupture de jeûne à Lille qui a été complètement annulée parce qu'elle se faisait globalement dans une église qui n'est plus du tout une église, vous voyez. Donc, mais on voit bien que globalement, il y a une espèce de recul par rapport à ces éléments-là, en termes de reconnaissance et de pluralité de la société. Parce que le fait que Bilal fasse ça dans une église qui est complètement désaffectée, qui est complètement désacralisée, qui est devenue un lieu profane, montre, me semble-t-il, qu'on a du mal à accepter l'idée de la différence et de la pluralité de la société. C'est cela qui me semble qui est en jeu. C'est-à-dire que le récit que raconte Bilal, le récit que raconte cette association qui a voulu faire une rupture du jeûne à Lille, est un récit qui, pour certains, doit être obligatoirement exclu, mais exclu au nom de quoi? Au nom d'une conception d'un récit, je dirais, français. Et c'est ça que moi je défends, c'est cette idée de mettre en commun le récit et la question de la reconnaissance, parce que le principe de la reconnaissance suppose d'abord la mutualité. C'est ça l'idée de la reconnaissance. Si je vous reconnais, vous me reconnaissez, et donc il y a globalement une avancée là-dessus. Alors, sur le chat, j'ai eu surtout des questions sur la notion de l'universalisme qui avait été discutée au début. Et les internautes ont trouvé que vous avez parlé d'universalisme multiple et qu'il y avait une contradiction entre les deux mots. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce que vous entendez par universalisme multiple? Il semble... On comprend bien la multiplicité, mais est-ce que ça va bien avec le terme universalisme? L'universalisme, c'est d'abord un pari de l'idée que les êtres humains sont partout pareils en termes de dignité et en termes de valeurs, et qu'il y a des valeurs et, je dirais, et des principes qui seraient partagés par l'humanité, quelles que soient leurs conditions culturelles. C'est ça le principe d'universalisme. Ce que j'ai dit, que c'est ce principe d'universalisme, la manière dont il s'est appliqué historiquement. Et dans la manière dont il s'est appliqué historiquement, il est aussi lié à l'idée de la colonisation. C'est-à-dire que cette idée de l'universalisme a aussi n'a pas ramené que cela, il y a plein d'éléments positifs, mais elle a aussi ramené la colonisation. Et que cet universalisme, si nous voulons continuer à le défendre, il ne peut pas être audible, je dirais, dans le reste du monde si on n'est pas capable de le critiquer historiquement dans ses éléments négatifs. Et ensuite, ce que je dis, c'est qu'il faut aller vers cet universalisme pluriel parce que les autres veulent aussi participer à cette idée de l'universalisme. Donc soit on ne participe pas à cette communication et donc du coup, chacun va avoir son universel et donc du coup, du particulier, au lieu d'aller du particulier vers l'universel, on va du particulier vers le particularisme, ce que peuvent faire certaines lectures identitaires, ou soit on est capable, me semble-t-il, de nous déplacer et pour construire cette visée, parce que l'universel, c'est une visée, c'est un horizon. Et cet horizon, il se construit dans une communication aussi avec les autres qui sont complètement différents de nous. Et c'est cela le dialogue. Je voulais commenter. Je prends une dernière question et ensuite on clôturera ce débat. Merci. Alors justement, à propos d'universalisme, moi je me suis demandé si le contraire, l'ennemi de l'universalisme ne serait pas le relativisme. Relativisme qui me paraît une forme dégradée de la tolérance. Relativisme qui, dans
certains pays occidentaux, dans le nôtre, entre autres, au fond, c'est un peu une forme de pensée un peu molle, qui clame toutes les opinions se valent. Ça, je trouve ça très inquiétant. Je voudrais reprendre ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, je suis désolé, je ne connais pas votre nom. C'est à propos comment dirais-je, de l'enseignement de la laïcité dans les écoles, actuellement, dans les écoles, collèges, etc. Moi, je me disais qu'il y a fort longtemps, en France, l'instituteur faisait des cours de morale et ça n'empêchait pas les jeunes élèves de suivre des cours de catéchisme. Donc, parallélisme avec ce qui se passe maintenant. C'est pas parce qu'on insiste beaucoup dans les écoles sur une certaine présentation de la laïcité que ça ne va pas empêcher des jeunes d'aller suivre des cours de leurs diverses religions. Voilà. Et moi, je suis au contraire très heureux de voir qu'on parle autant de laïcité maintenant. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, quand on parlait de ça à l'Union rationaliste, je m'en souviens très bien, pour leur présenter, on était un peu des extraterrestres de parler de laïcité. C'était quelque chose ça ne revenait jamais, pratiquement jamais, dans les médias. Donc c'est peut-être pas plus mal. Je sais par ailleurs que dans certains pays, c'est pas du tout compris, dans les pays anglo-saxons en particulier. Merci. Merci. Un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Non, vous avez raison, c'est-à-dire que globalement, sur les ennemis de l'universalisme, c'est à la fois le relativisme et le scepticisme. Voilà, je crois que c'est pour ça que l'idée d'universel pluriel me semble très intéressante, parce qu'elle permet automatiquement l'idée de la communication et du dialogue et de la confrontation. C'est-à-dire que tant qu'il y a dialogue, tant qu'il y a de la confrontation, il y a globalement, me semble-t-il, de l'espoir. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement rationaliste par rapport à la laïcité, il me semble que j'ai des écrits à la maison. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, ils ont parlé vraiment au niveau de la laïcité. Et ce que je crois, c'est que au-delà globalement du discours de la laïcité, et tout à l'heure Jean-Louis citait Jaurès sur le lien entre la laïcité et le social. C'est-à-dire que globalement, je trouve ça très intéressant, à chaque fois qu'on dit laïcité, d'adjoindre le terme social. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre les deux, parce que sinon on ne prend qu'une partie de l'équation, alors que pour faire vivre cette laïcité, il y a, me semble-t-il, l'autre dimension qui est d'abord la dimension sociale. Or, j'ai l'impression que dans les débats publics que nous avons, nous focalisons là-dessus simplement sur un élément, en oubliant complètement la question sociale, parce que c'est la question sociale qui permet de la cohésion, c'est la question sociale qui permet de faire vivre cette idée de la laïcité. Pas de commentaire? Pas de commentaire. Je suis d'accord avec Rachid, donc je ne réinterviens pas là-dessus. Je crois que nous allons clore ce débat qui a été extrêmement riche. Merci d'avoir su présenter avec subtilité d'articuler effectivement ces notions que l'universalisme, société, sociale, laïcité, et nous avoir fait comprendre que l'universalisme doit se construire, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, et que la tolérance demande également beaucoup de vigilance et d'écoute de l'autre. Merci pour ce débat et merci pour y avoir répondu.